Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais vous parler d'engagement au travail. J'ai à peu près 10 minutes pour essayer de faire en sorte qu'à la fin, on ait tous la même compréhension de ce que signifie l'engagement au travail. Pourquoi Car je pense que si on faisait l'exercice de chacun dire un petit peu ce qu'on pense que signifie ce terme-là, on aurait tous une définition un petit peu différente. Et là, mon but, c'est qu'à la fin, à travers des exemples d'études, de recherches en sciences sociales, on a à peu près une compréhension de ce qu'est l'engagement, ce qu'est aussi le surengagement, l'auto-engagement, et comment faire en sorte que tout ça puisse exister. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet? Ouais, un peu plus fort? Ok, j'ai la voix qui porte pas trop, je m'excuse. Donc, je vais essayer. Pourquoi parler de l'engagement? Parce que c'est pour plusieurs raisons. Je vais essayer d'en partager au moins deux. La première, c'est qu'il y a une raison économique pour les entreprises. Évidemment, je passe par ce prisme généralement pour convaincre. Différentes études ont montré les conséquences ou les conséquences positives ou négatives qu'il peut y avoir dans l'engagement ou le désengagement du personnel dans une entreprise. Là, je vous en partage deux qui montrent, on va dire, que la première, celle d'Edenred, qui est la plus récente, qui a pu montrer un lien assez ténu entre l'engagement des personnes et les résultats financiers de l'entreprise. Alors évidemment, des résultats financiers, il y a quantité de sujets qui expliquent pourquoi une entreprise fonctionne ou pas. Mais en tout cas, cette étude a pu montrer qu'il y avait un véritable lien entre l'engagement et le résultat financier. Autre aussi sujet, c'est que l'engagement est devenu, on va dire, partie prenante de la novlangue managériale. C'est aussi devenu une part importante des stratégies RH. On peut voir aussi que des entreprises qui influencent pas mal, on va dire, toutes les modes managériales ont intégré ce terme-là dans leur quotidien. Ce qui fait que ça devient un terme un petit peu passe-partout qu'on entend énormément aujourd'hui. Du coup, on l'entend beaucoup, mais qu'est-ce que ça signifie, on va dire, l'engagement? Je pense que, je vous ai dit, c'est difficile à définir, mais c'est normal. La première fois qu'on a évoqué ce terme-là, c'était par un psychologue américain, évidemment, je ne vais pas jamais retrouver son nom, qui s'appelle... pourtant, je l'ai répété avant de venir, mais je l'ai oublié. Bon, vous voulez pas, il s'appelle Allport, j'ai oublié son prénom, Gordon Allport, voilà. Qui, dans les années 40, a défini, on va dire, ce qu'est l'engagement et ce que l'engagement en entreprise. Et depuis les années 40, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'études scientifiques sur le sujet, plusieurs centaines d'ouvrages sur le sujet, et donc une grande confusion, même dans le domaine académique, sur différents termes, sur l'engagement, l'investissement, et une confusion aussi sur des termes d'engagement, de valeur, de sens, etc., et de performance. Donc tous ces termes sont un petit peu mélangés. Et moi, j'ai fait le choix en fait de vous présenter une étude, ou plutôt des travaux de deux chercheurs qui font un petit peu foi aujourd'hui dans le domaine des sciences sociales. Ces deux chercheurs canadiens, qui s'appellent John Mayer et Nathalie Allen, qui dans les années 90 ont écrit on va dire un article scientifique sur l'engagement qui depuis est devenu un petit peu l'élément de référence quand on parle d'engagement dans le milieu académique. Et donc, ces deux personnes définissent l'engagement comme un état psychologique caractérisant la relation de l'employé à son organisation et ayant des effets sur la décision de rester ou non dans l'entreprise. Alors, c'est une définition qu'on retrouve un petit peu maintenant un peu partout. On parle souvent aussi de lien psychologique qui fait qu'on va rester au final dans son entreprise. Mais c'est pas tant là où je trouve que c'est intéressant, cette définition, c'est plutôt ce qu'elle amène après. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué que le terme en soi d'engagement avait plusieurs dimensions. Alors, il y avait d'abord une relation différentes dimensions de l'engagement. Ça peut être avec son travail, ça peut être avec ses collègues, avec ses clients, avec son supérieur hiérarchique, etc. Donc déjà, rien que là, c'est multidimensionnel. Mais aussi, ils ont montré que l'engagement peut avoir trois types de dimensions. On peut parler d'engagement affectif, de continuation ou normatif. Alors l'engagement affectif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la relation émotionnelle qu'on a avec ce que je vous dis précédemment, son entreprise, ses collègues, ses supérieurs, etc. L'engagement de continuation, c'est un simple calcul entre le coût de partir et le bénéfice de rester. Et enfin, l'engagement normatif, c'est un peu comme un contrat, on va dire un contrat moral qu'une personne va avoir avec son entreprise. En fonction de ses normes et de ses valeurs, on va décider si on va rester ou pas dans l'entreprise. Donc il y a souvent une notion d'obligation en fonction de ces normes et des valeurs qui crée un engagement normatif. Alors là, je survole parce que j'ai que 10 minutes, hein, mais on pourrait aller plus loin sur tout ça. Mais comme je vous ai dit, en fait, ce qui est très intéressant sur le sujet d'engagement, en tout cas si comme moi vous êtes passionné par les sciences sociales, c'est qu'il existe quantité d'études, quantité de concepts, qu'on pourrait passer des heures à discuter ensemble. Et donc
Allen, ce que je viens de vous évoquer, c'est, on va dire, les 2 personnes qui font un petit peu référence sur le sujet, mais il existe d'autres personnes qui en parlent. J'aime beaucoup aussi ce qu'amène Cécile Bloom, donc, qui est psychologue du travail, en parlant d'engagement. D'engagement, elle signifie que ce qui ressort de tout ça, c'est aussi des attentes qu'on va intérioriser sans forcément les verbaliser, ça peut être conscient ou inconscient, qu'on peut avoir vis-à-vis de son entreprise. Ces attentes, elle parle de contrat psychologique et de contrat narcissique. Alors, le contrat psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est j'intériorise le fait que l'entreprise attend des choses de moi et que j'attends des choses de l'entreprise. Donc j'attends que l'entreprise me traite par exemple avec respect et l'entreprise va, j'imagine qu'elle souhaite que j'arrive à l'heure et que je fasse le maximum pour pour terminer mon travail, pour exercer mon emploi. Et le contrat narcissique, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a aussi une dimension très égocentrique dans sa relation avec le travail, ce qui est normal parce qu'on a une relation assez subjective avec le travail et qu'on met une part de soi dans le travail. Et le contrat narcissique, qu'est-ce que c'est? C'est que j'imagine que l'entreprise attend de moi que j'intègre les normes et les valeurs qu'elle a pu émettre, mais en même temps, j'attends de l'entreprise qu'elle me trouve une place dans l'entreprise. J'attends de l'entreprise qu'elle mette en valeur ce que je fais, qu'il y ait une reconnaissance dans mon travail. C'est ça qu'elle entend par contrat narcissique, pardon. Et j'aime bien donc cette approche parce qu'elle amène aussi un petit peu plus d'éléments par rapport à la définition de Meyer Allen que je vous ai partagée juste avant. Et aussi une autre, alors je suis désolé, je vous inonde de noms, mais c'est parce que ça me paraît intéressant d'évoquer les travaux de différentes personnes. Alors François Dupuis, si vous ne le connaissez pas, c'est un sociologue français donc, qui a écrit notamment un triptyque sur le travail que je vous invite à lire. Malheureusement, il est décédé l'an dernier, mais ce qu'il amène dans son triptyque sur le management, c'est notamment l'intérêt, en fait, ce que va amener l'engagement au travail. J'ai parlé de pognon tout à l'heure, mais c'est pas que ça, en fait, l'engagement au travail. Ça amène un petit plus, c'est-à-dire que on va faire quelque chose en plus qui n'est pas prévu dans sa fiche de poste, qui nous a pas été demandé par notre supérieur, qui va permettre à l'organisation de fonctionner. Et ça, c'est très important parce que, alors, je sais pas s'il y a des managers parmi vous, mais le management, c'est aussi, c'est une approche très, on va dire, prescriptive du travail. Je vais établir un cadre, des règles, des normes, sauf que entre ce que je prescris et la réalité, il y a un gap qui est gigantesque, ce qui est normal, hein. C'est impossible de tout prévoir. Il y a quantité de variations qu'on peut pas anticiper. Et c'est là où les personnes les salariés vont mettre leur intelligence, vont mettre leur subjectivité pour adapter ce qui a été prescrit à la réalité du travail. Et donc, il y a tout ce jeu qui se met en place, et quand on est engagé vis-à-vis de son entreprise, on va amener ce petit plus qui va faire cette différence-là. Et l'exemple qu'il donne très souvent, François Dupuis, pour caractériser ça, c'est la grève du zèle ou la grève des douaniers, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le principe que les douaniers, s'ils veulent faire grève, ils n'arrêtent pas de travailler, au contraire, ils continuent de travailler mais en appliquant tous les process. Et à partir du moment où ils appliquent toutes les règles, tous les process, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bouchons de dizaines de kilomètres qui se forment, ce qui montre la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et qui montre l'importance de faire appel à l'intelligence des personnes et à la subjectivité des personnes. Parce que ce petit plus va permettre ce grand écart entre ce qu'on nous demande de faire et ce qui est vraiment possible de faire dans notre quotidien. Et là, la question que vous allez peut-être pouvoir vous poser, c'est ok, très bien Denis, mais qu'est-ce que je fais? Alors moi, je suis manager ou manageuse et j'ai envie de créer de l'engagement dans mon entreprise auprès de mes salariés. Si je reprends, on va dire, le prisme des travaux de Meyer et Allen, si je reprends les 3 dimensions, engagement affectif, de continuation et normatif, ce qu'on peut mettre en place dans l'engagement affectif, donc pour créer une relation émotionnelle avec son entreprise, c'est des perspectives d'évolution, du mentorat, des missions, des valeurs partagées, etc. Mais c'est avant tout traiter les personnes avec respect, amener de la reconnaissance, que j'évoquais aussi précédemment, et être en soutien de ces personnes-là. L'engagement de continuation, là c'est un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est la différence entre le coût de partir et le bénéfice de rester. Là, je pense que vous imaginez tout de suite que le salaire joue une part importante. Plus je vais gagner d'argent, plus ça va me coûter de partir. Mais à l'inverse aussi, mais aussi également, si on me forme sur un sujet très spécifique que je ne vais pas forcément pouvoir appliquer ailleurs, j'ai beaucoup plus intérêt à rester parce que ce que je sais faire est surtout valorisé là où je suis. Et donc le coût de partir va être beaucoup plus important. Et l'engagement normatif, là, c'est le contrat moral qui va faire que je vais rester dans l'entreprise en fonction de mes normes et mes valeurs. Là encore, il y a une notion de valorisation des salariés, d'encouragement et d'aligner les employés sur une vision commune. Je vais peut-être vous faire
la réflexion qu'il y a des choses qui se répètent. C'est normal. Typiquement, je parlais de salaire. Augmenter un salaire, ça va avoir un impact sur l'engagement de continuation. Ça va avoir un impact sur l'engagement normatif. Je vais me dire, ah mais tiens, je suis redevable par rapport à ça, on m'a augmenté. Donc, et en plus, ça a intérêt pour moi de rester pour montrer qu'ils ont eu raison ils ou elles ont raison d'augmenter. Et ça va peut-être aussi créer une relation émotionnelle forte parce qu'on va se sentir soutenu, respecté et mis en valeur par rapport à ce qu'on a pu mettre dans le travail. Ce que nous disent Meyer et Hélène, c'est qu'il ne faut pas privilégier une de ces dimensions par rapport aux autres. C'est important en fonction de son contexte et en fonction des personnes, de s'adapter sur ces trois niveaux. Dans la réalité, beaucoup d'études ont montré que l'engagement affectif était celui le plus fort. La relation émotionnelle qu'on a est celle qui va être la plus puissante dans le fait qu'on reste dans l'entreprise. Et ça, il y a quantité d'entreprises qui l'ont bien compris, et qu'est-ce qu'elles font? Elles, on va dire, travaillent sur des normes et des valeurs qu'elles essayent d'intégrer. Elles vont essayer de casser la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la vie professionnelle. Elles vont peut-être créer un flou aussi entre les relations hiérarchiques. Je pense que vous avez peut-être tous vécu ça, des moments où on se retrouve avec ses supérieurs qui sont en basket et qui nous tutoient et qui nous parlent comme si on était leurs potes. Bah, typiquement, ça, c'est une technique d'engagement affectif pour créer ce lien et cette relation particulière qu'on peut avoir avec donc, son supérieur, ses supérieurs ou son entreprise. Évidemment, ce que je vous évoque, c'est qu'une partie de la chose. Il y a quantité d'autres éléments que je peux vous évoquer en lien avec l'engagement, notamment qui ne sont pas évoqués là. L'engagement, il peut être fait dès les entretiens d'embauche. On peut créer un engagement, notamment affectif, à partir du moment où on est très clair sur l'entreprise, sur ses défauts et ses qualités. Si on est transparent sur on t'attend là, mais je te préviens, si tu viens dans l'entreprise, il y a ça aussi qui va mal se passer, il y a ça aussi qui est difficile, est-ce que tu es OK avec ça? Et des différentes études ont montré que ça pouvait dès le départ créer un engagement. Il y a aussi la communication d'entreprise, le fait d'impliquer des personnes, les salariés dans la communication d'entreprise, le fait de centrer la communication d'entreprise sur ce que font les personnes et les mettre en avant, ça a une conséquence très positive sur l'engagement. Et là, je vous ai évoqué une quantité de raisons, on va dire, extérieures qui vont créer cet engagement. Ce que nous montrent les travaux de Mario Fléché, donc qui est sociologue, c'est qu'il y a aussi des facteurs endogènes. On peut soi-même comme elle dit, engager à intégrer, on va dire, ce qu'on attend de moi, j'intègre, on va dire, ce qu'on attend de moi, et je vais m'auto-motiver et je veux donc m'auto-engager. Ce qui peut paraître sur le papier extraordinaire, chouette, j'ai des personnes qui s'auto-motivent. Ça peut par contre avoir des conséquences négatives, comme à chaque fois. Si on est dans un contexte où on valorise énormément la compétition entre les personnes, si on est dans un contexte où on valorise l'excellence, la performance, cette automotivation, elle va être extrêmement destructrice. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'atteindre des choses qui sont inatteignables. La perfection ou l'excellence, typiquement le coût de l'excellence, c'est toujours viser à un niveau dessus, sauf qu'on n'est pas des machines, donc à un moment on atteint, on va dire, un niveau qui va avoir des conséquences sur sa santé et mentale et physique. Et j'espère que je suis dans les temps. C'est bon. J'ai essayé de faire un sprint. Et c'est mon dernier slide, je vous rassure, c'est ma dernière slide. En fait, ce que je vous ai décrit, vous allez me dire sûrement qu'il n'y a rien de nouveau, que des entreprises créent notamment, ce que vous avez évoqué, des normes et des valeurs. Ça existe depuis quantité d'années. C'est une technique assez classique en marketing, en communication interne, en management. Ce que nous dit le sociologue, je cite que des sociologues, je m'en rends bien compte, Michel Lallemand, c'est qu'effectivement, créer, on va dire, tout cela n'est pas nouveau. Ce qui est par contre, il parle d'objets symboliques, j'aime bien ce terme-là. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait que les entreprises manipulent maintenant sciemment ces objets symboliques. Je vous ai évoqué tout à l'heure différentes techniques de manipulation, hein, la vie pro, la vie professionnelle et la vie personnelle, le fait de créer des flous là-dessus, de créer un flou dans ma relation avec entre les personnes, de créer une sorte de fausse camaraderie. Tout ça est orchestré pour créer de l'engagement. Moi, on va dire la conclusion que j'ai là-dessus, c'est qu'il faut faire attention à ça, une fois qu'on a conscience de comment ça peut fonctionner, comment on peut l'utiliser, ça peut avoir des conséquences de créer une sorte d'hypocrisie organisationnelle
d'avoir des discours qui sont compensatoires. On va afficher sur des murs des valeurs qui sont au final pas incarnées par la direction ou la sphère managériale, on va dire. Et ça peut donc créer une situation où l'entreprise se tire une balle dans le pied en ne réussissant pas à réenchanter son organisation. Voilà, c'est sur ces mots que je termine ma conférence, enfin ma présentation, pardon. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, j'ai un podcast qui s'appelle 0, où j'interviewe des chercheurs et des chercheuses sur le travail. Il y a à peu près une quarantaine d'épisodes où notamment Cécile Dim, que vous avez pu voir tout à l'heure, a été interviewée. Marion Fléché également a été interviewée. Je vous remercie. C'était hyper intéressant. C'est vrai qu'en plus, je pense que depuis le télétravail notamment, cette notion d'engagement, elle était un peu. C'est bien d'avoir de remettre ça au carré. Moi, je serais curieux de savoir si justement dans la salle, il y a des personnes qui ont des témoignages, des choses peut-être sur leur entreprise ou en tant que manager